Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo de 2021. Bonne année à tous. On souhaite la bienvenue à cette année 2021 et on va parler des Lakers. Je vous propose une petite vidéo sur l'analyse intersaison de ces Los Angeles Lakers. Alors quoi, mais tu nous parles de l'intersaison des Lakers, mais la saison elle a commencé, Blind. Donc t'es en retard. Oui, je suis en retard. Je suis un petit peu en retard sur mon planning de vidéo, mais je tenais à vous parler des Lakers parce que l'équipe a fait pas mal d'acquisitions et il y a eu pas mal de mouvements du côté de Los Angeles dans cette intersaison 2020, ce qui est assez rare en général chez les champions en titre, puisque les équipes qui viennent de gagner le titre appliquent l'adage par excellence de on ne change pas une équipe qui gagne, on part très souvent avec les mêmes dispositifs quand une équipe a été championne, ou bien il y a une ou deux acquisitions, un ou deux changements. Là, les Lakers, ils ont quand même changé pratiquement la moitié, voire les trois quarts du supporting cast. Donc, eh bien, ces Lakers, ils ont fait parler d'eux à l'intersaison et effectivement on a vu beaucoup de commentaires qualifiant cette équipe des Lakers avec les arrivées de Harrell, avec les arrivées de Schroeder, avec les arrivées de Gasol, qualifiant déjà ces Lakers 2021 de futurs champions. Ça y est, il n'y a plus de compétition. Combien de messages j'ai vu allant dans ce sens-là sur le net? Il n'y a plus de compétition, les Lakers sont déjà les champions avec ces nouvelles acquisitions, les champions 2021. Eh bien, essayons de regarder un petit peu dans les faits ce que ça peut donner, ce que ça va donner, cette équipe de Los Angeles. On le disait, avec beaucoup de changements. Certes, l'ossature de base avec LeBron James, avec Anthony Davis, avec Kuzma, avec KCP, l'ossature de base est toujours là, mais il y a eu à côté de cette ossature de base beaucoup de changements, ne serait-ce que dans le 5 majeur avec tous les intérieurs qui partent, l'arrivée de Gasol et dans les rotations sorties de banc, pas mal de changements dans le backcourt. Essayons de nous projeter pour comprendre ce que peuvent donner ces Lakers 2021. Avant toute chose, c'est toujours intéressant de comprendre d'où on vient. D'où on vient avec ces Lakers? Eh bien, on vient d'être champion, Blight, merci. Laissez-moi m'expliquer d'où on vient, quelles ont été en fait la saison passée les forces de cette équipe de Los Angeles, comment les Lakers sont allés chercher le titre, voilà, tout simplement. Eh bien, 4e attaque, 3e meilleure défense. Alors, je n'ai pris que l'échantillon de la saison régulière avant la bulle, parce que dans la bulle, hors playoff, les Lakers n'ont pas joué, ce qui a complètement dégradé leur stade d'équipe, ce qui n'est pas révélateur de ce qu'ils ont fait pendant la saison régulière. Donc, c'est hors bulle. Mais les rapports de force sont là, donc une équipe très équilibrée qui attaquait très bien, qui défendait très bien, qui dominait au rebond, ça devient quasiment un impondérable. Si vous voulez vous imposer de dominer au rebond, le seul moyen d'éviter d'avoir à dominer comme ça au rebond, c'est quand vous êtes une équipe d'orgie offensive. Je pense aux Warriors, je pense aux Cavs des années 2016, 2017, 2018, qui n'étaient pas spécialement des équipes de rebond, mais qui dominaient la NBA parce qu'il y avait une forme d'insolence tellement forte en attaque qu'on pouvait surclasser. Et c'est là où il y a un parallèle très intéressant avec les Milwaukee Bucks qui eux aussi ont passé l'intersaison à remodeler leur roster. Alors on a vu que les Milwaukee Bucks, ils ont pris un virage à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils ont remodelé l'intégralité de leur roster pour finalement se retrouver là où ils étaient avant, plus ou moins. Avec évidemment un dénouement beaucoup moins heureux en playoff. Les Lakers, ils ont remodelé une grande partie de leur roster. Est-ce que eux aussi ont pris un virage à 360 ou est-ce qu'ils ont été explorer d'autres chemins? Eh bien, en tout cas, toujours est-il que le succès de cette équipe des Lakers la saison passée, il s'est construit de la même façon que le succès des Bucks, toujours si on reste focalisé sur la saison régulière où on a un échantillon plus large. Parce que les Lakers, eh bien, c'était l'équipe de la NBA la saison passée, la plus à droite pour les tirs tentés dans la raquette. C'est toujours ces tirs classés comme étant tentés à moins de 8 pieds, à moins de 2 mètres du cercle. Les tirs tentés de tout près, eh bien les Lakers loin devant en termes d'efficacité pour ces tirs tentés de tout près, donc qui vous amènent eh bien, des paniers à très haut pourcentage en dessous, tout en étant 17e en réussite à 3 points. Et on retrouve là, quelque part maintenant, ce qui est le yin et le yang de l'attaque dans le basket NBA, avec
une domination en dessous des paniers à haut pourcentage, et dès lors que vous avez une domination en dessous avec des paniers obtenus à très haut pourcentage, vous n'avez pas besoin d'être dans l'élite de la NBA à 3 points, un rendement moyen, et c'était exactement la même chose pour les Bucks, c'est ça qui est fascinant, un rendement moyen à 3 points vous suffit à avoir une attaque ultra prolifique, une attaque suffisamment forte pour vous permettre de dominer, pour vous permettre de vous imposer. Les Lakers étaient bâtis exactement dans ce même moule que le moule des Bucks, qui devient un petit peu maintenant le tronc commun que toutes les équipes NBA veulent chercher à obtenir. Et quand on regarde effectivement la shooting chart des Lakers la saison passée, bah voilà, on comprend d'où vient l'efficacité en attaque. Il y a un petit peu d'efficacité dans le corner à 3 points, mais globalement, dès lors qu'on s'éloigne un peu du cercle, on est une équipe banale, entre guillemets, en attaque, et c'est en étant très très fort, très très près du cercle, que ces Lakers ont été dans l'excellence offensive, offensive, qu'on a maximisé en allant chercher des paniers à très haut pourcentage sur les cuts. Hein, c'est les backdoors, c'est les alley-oops, en allant poster en efficacité, et puis en étant très bon en transition, et on retrouve une nouvelle fois un adage bien connu de la NBA, c'est la très bonne défense qui vous permet de générer une attaque facile. Parce que les Lakers, ils ont joué vite la saison passée, ils ont cherché à accélérer, ils ont cherché à lancer des contre-attaques à chaque fois qu'il y avait un stop défensif, et les contre-attaques, ça vous permet d'éclater sur des tireurs à 3 points complètement ouverts, les Danny Green, les KCP, etc. à 3 points, et puis ça vous permet aussi d'aller finir fort dans le trafic avec un dunk ou avec un lay-up. Merci les LeBron, merci les Anthony Davis. Et déjà, première chose à avoir en tête, dès lors qu'on regarde un petit peu sur les cuts, qui sont quand même des paniers à pratiquement 1,40 points par possession. Donc, si vous jouez 100 possessions en cut, vous allez chercher 140 points, sachant que la moyenne NBA est à 108 ou 109. Donc, vous comprenez à quel point ces paniers sur les cuts, sur les backdoors, même s'ils représentent que 8% de l'attaque des Lakers, c'est un 8% qui est tellement rémunérateur, qui catalyse, qui catapulte l'attaque. Et sur ces cuts, sur qui on pouvait compter la saison passée à Los Angeles, on pouvait compter sur LeBron, on pouvait compter sur Anthony Davis, évidemment, mais on pouvait surtout compter sur Javel McGee et sur Dwight Howard. Ayons ça en tête pour la suite, parce que évidemment c'était des formidables finisseurs sur les passes de alley-oop ou sur les passes de renversement de LeBron ou de Rondo. On avait ces deux-là pour finir fort dans la raquette, et c'est pour ça que les Lakers, la quatrième typologie de panier qu'ils mettaient le plus en attaque la saison passée, c'était des alley-oop, ce qui est complètement fou. Si vous prenez une autre équipe, par exemple comme le Heat, je crois le alley-oop arrive en 9e ou en 10e position en termes de volume de panier marqué, et vous allez du côté des Nuggets, on doit être en 15 ou en 16. Donc c'est complètement fou d'avoir des Lakers qui, quatrième type de panier qu'ils ont plus mis, c'est les alley-oop, quoi. Parce qu'il y avait les caviars. Il y avait les caviars de LeBron, il y avait les caviars de Rondo, pour des Davis, des McGee, des Dwight Howard qui pouvaient finir fort en dessous. Et c'est des paniers à 93%. C'est des paniers à 93%. Vous comprenez à quel point ça peut propulser vers des sommets d'efficacité cette attaque de Los Angeles. Et puis à contrario, on dominait dans la raquette et on arrivait à neutraliser les attaques adverses dans la raquette, puisque pour les paniers tentés, les mêmes, tout près du cercle à moins de 2 mètres, on avait la 5e meilleure défense du côté des Lakers. Et là, on retrouve exactement ce que les Bucks avaient réussi à faire aussi, c'est-à-dire un contrôle total de la raquette. Et c'est très intéressant dans une NBA qui, plus que jamais, tir à 3 points. On n'a jamais eu autant de tirs à 3 points tentés. Je vous mettais ça sur Twitter hier. On a sur ce début de saison 2020-2021 15 équipes, donc la moitié des équipes NBA, qui tentent plus de 40% de leur volume de tir total derrière la ligne à 3 points. Plus de 40%, 15 équipes cette saison. Il n'y en avait que 10 la saison passée, et il n'y en avait que 5 il y a 2 saisons. Donc on est sur un phénomène qui est complètement exponentiel dans l'utilisation du tir à 3 points. Je vous en parle sur cette chaîne depuis très 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 longtemps. Ça fait 2-3 saisons que je vous dis, dans 4 ou 5 saisons, vous verrez, toutes les équipes NBA tenteront 50% de leur tir derrière la ligne à 3 points. Et bien, plus le temps passe, plus on se rapproche de ce postulat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans une NBA qui n'a jamais autant tiré à 3 points, eh bien, il y a toujours besoin de contrôler la raquette
pour s'imposer, parce que quand vous contrôlez la raquette, vous contrôlez des points à haut pourcentage dont la variation de réussite change assez peu. Sur le tir à 3 points, il y a une forme d'adresse aléatoire. Il y a des aléas sur l'adresse à 3 points, c'est-à-dire que vous avez beau être complètement tout seul à 3 points, eh bien, vous allez le rater. Alors que quand vous êtes complètement tout seul en dessous, a priori, vous ne le ratez pas. Alors oui, il y a toujours un ou deux mecs qui ratent un lay-up ou qui ratent un dunk. Mais il y a beaucoup moins de variations dans la réussite au tir sur les tirs tout près du cercle que sur les tirs à 3 points. C'est les aléas de l'adresse. Il y a Steph Curry, des soirs, il fait 2 sur 10. On ne sait pas pourquoi, il a été tout seul. Il a pris les mêmes tirs. Il y a un soir, il fait 2 sur 10, et puis le soir d'après, il fait 10 sur 16. C'est comme ça, alors que quand vous prenez un Anthony Davis, un Dwight Howard ou un Javal McGee, ils tentent 10 tirs en dessous, alors il y a peut-être 5 alley-oop, 4 dunks complètement tout seul et un mouvement en post-up, ils en tentent 10 en dessous, ils en mettent 9 sur 10 tous les soirs. Il n'y a pas un soir où ils font 4 sur 10 en dessous quand ils ont été tout seuls. C'est pour ça que le contrôle de la raquette, eh bien, on revient au yin et au yang. C'est-à-dire que dès lors que vous contrôlez la raquette, vous n'êtes plus dépendant d'un rendement à 3 points où il faut être à 38-39% à 3 points pour vous imposer. Demandez aux Rockets, demandez à ces équipes qui ont été très dépendantes de la réussite à 3 points. Vous pouvez vous contenter d'une réussite moyenne et ça vous permet d'avoir une attaque qui est suffisamment prolifique pour passer. Eh bien, les Lakers étaient complètement construits dans ce phénomène. Contrôle de la raquette, c'est là la clé en fait du succès des Lakers. La saison passée, c'est moi je vais chercher des points très haut pourcentage en dessous. Et l'adversaire, il ne me prendra rien dans la peinture. Donc on a vu d'où on venait. On a vu très rapidement comment les Lakers ont été champions en dominant la raquette, en dominant le rebond. Où est-ce qu'ils vont ? Où est-ce qu'ils vont avec ce roster 2.0 ? Parce que, il y a quand même 4 joueurs qui ont été des joueurs majeurs dans le dispositif 2020, dans le dispositif des champions, qui sont partis, qui ne sont plus là. Alors certes, ils ont été bien remplacés, mais est-ce que leurs remplaçants vont s'inscrire dans la même capacité à apporter, dans la même contribution ? C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite, parce qu'on en a déjà parlé sur ces points au pourcentage qu'on va chercher en dessous. Eh bien, évidemment que McGee et évidemment que Dwight Howard, que ce soit sur les cuts ou que ce soit sur les rebonds offensifs, ils avaient une très très belle contribution avec plus pour Dwight Howard que pour McGee, une capacité en plus à poster un petit peu, à être un petit peu en auto-création. Donc, dans cette logique Lakers de contrôle de la raquette, McGee et Dwight Howard étaient des éléments importants du dispositif. Ils sont plus là. Alors, ils ne sont pas remplacés par n'importe qui. Ils sont remplacés par Marc Gasol et par Montrezl Harrell. Mais dans quelle mesure ces deux-là peuvent s'inscrire dans la même continuité de domination dans la raquette ? Parce que certes, un Harrell, sur les cuts, dès lors qu'il est bien servi et qu'il faut finir fort en dessous, il est très intéressant. Et c'est un joueur qui, évidemment, servi par des caviars de LeBron James, va se maximiser, va être très très à l'aise dans le dispositif Lakers. C'est aussi un joueur qui pouvait exister un petit peu en auto-création, avec des fixations au poste bas, un petit peu comme Dwight Howard pouvait l'apporter de temps en temps, un peu comme Anthony Davis l'apporte. Donc on a une belle contribution offensive à ce niveau-là. Autant, à contrario, un Marc Gasol, dès lors qu'il faut finir fort sur les cuts, il a un peu souffert la saison passée, et idem sur le pick and roll, dès lors que ça ouvrait sur lui, il n'avait pas un rendement ultra prolifique, certainement pas du niveau d'un Dwight Howard ou d'un Javal McGee qui étaient des bien meilleurs finisseurs, parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes, ils sont plus en tonicité, ils sont plus en explosivité, ils arrivaient à finir plus fort en dessous. Alors Marc Gasol, il apporte autre chose, il apporte la capacité d'étirer encore l'attaque, avec des possibilités de je pose un écran, j'ouvre et je sanctionne à 3 points, ou je reste dans le corner à 3 points pendant que LeBron fait les fixations. Mais avec Gasol, on perd ce qui avait fait la force justement un petit peu des Lakers, c'est cette force, cette capacité à finir fort en dessous dans la raquette. Et puis, si on regarde à contrario
maintenant sur le plan défensif ce que ces deux-là apportent, eh bien vous intervertissez les rôles. C'est-à-dire que du côté des Lakers, on avait un RL, c'est ici, qui dès lors qu'il était sur le terrain, les qualités défensives des Clippers se dégradaient un petit peu. Non pas parce qu'on contestait moins bien les tirs, mais parce qu'on était moins présent au rebond défensif. On avait évidemment un RL qui est un intérieur undersized, qui est un petit intérieur et qui souvent jouait comme seul intérieur classique dans le dispositif Clippers. Et évidemment, les Clippers, ils étaient dominés en masse, ils étaient dominés en taille et ils perdaient en qualité de rebond, ce qui dégradait leur défense. Là où Gasol, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand il était sur le terrain, les Raptors étaient une super défense avec de belles qualités de rebond, notamment défensif. On perdait en qualité de rebond offensif puisqu'on privilégiait le repli avec Gasol, mais on avait une défense qui était remarquable. Et à contrario, c'est quand il n'était pas sur le terrain que les qualités de défense se dégradaient. Donc en fait, on a, avec les arrivées de Harrell et Gasol, récupéré un bon attaquant mais pas terrible défenseur et un pas terrible attaquant et terrible défenseur, enfin bon défenseur si vous entendez. Donc on est dans un autre dispositif, parce que Javal McGee pouvait finir très très fort, toujours en étant le dernier maillon de la chaîne collective, c'est-à-dire que vous donniez pas le ballon à Javal McGee en mode vas-y démerde-toi. Il y avait tout un travail collectif de fixation, de pose d'écran, de renversement, de backdoor. Mais McGee pouvait finir très très fort tout en étant un très bon défenseur, parce que regardez, dès lors qu'il fallait contester les tirs tentés très près du cercle, il faisait très fortement chuter les pourcentages adverses. Après, je vous l'ai déjà dit plein de fois, toujours faites attention sur les stats avancées de défense. Quand vous les ramenez à l'individu, c'est toujours imparfait. Mais faisons avec ce dont on dispose. Et puis Dwight Howard, eh bien c'était la même. Regardez, dès lors qu'il fallait regarder un petit peu les impacts défensifs, on avait un joueur qui défensivement, quand il était sur le terrain, faisait très très fortement chuter les pourcentages adverses dans la raquette. Donc ça contribuait fort en attaque, ça défendait bien, ça gênait bien dans la raquette en défense. On retrouvait ce qui faisait les forces Lakers. C'est un petit peu moins marqué avec Harrell et Gasol qui arrivent dans un registre plus en complémentarité l'un et l'autre, mais pas dans la continuité de ce qui avait fait le succès des Lakers. Après, ce qui peut rassurer du côté de Los Angeles, c'est que quand Dwight Howard et Javal McGee ne jouaient pas, donc on jouait traditionnellement avec Anthony Davis, LeBron et Kuzma, on avait des Lakers qui forçaient les adversaires directs à un assez bon pourcentage, enfin un assez faible pourcentage si vous voulez, un assez bon pourcentage accordé si on se met sur le plan défensif. Et globalement, quand les Lakers jouaient petits, avec des énormes guillemets, parce que quand vous jouez avec Anthony Davis et LeBron en 5 et 4, même si c'est pas tout à fait la terminologie exacte des postes, vous jouez pas spécialement petit, mais on avait des adversaires à 105 points pour 100 possessions, ce qui défensivement est très très bien. Donc quand les Lakers jouaient small ball, ils s'en sortaient bien aussi. Ce qui peut, entre guillemets, les rassurer un petit peu sur l'exercice à venir. Mais voilà, on avait avec Howard et McGee deux tours de contrôle, deux piliers sur lesquels on pouvait s'appuyer en attaque et en défense. On a une forme de continuité avec Gasol pour la défense, avec Harrell pour l'attaque, mais en alternance, soit l'un, soit l'autre. Donc ça va être intéressant de voir comment ces deux-là vont être intégrés sur la saison, d'autant que quand on regarde, j'aime bien toujours regarder ce classement d'impact, ça c'est sur le site 82games.com, où ils ont une formule de simple rating qui vous permet en gros de hiérarchiser l'impact des joueurs de l'équipe. Alors évidemment on retrouve James et on retrouve Anthony Davis, les deux mutants qui contribuent, quelle surprise, au succès des Lakers. Mais regardez juste derrière qui c'est qu'il y avait dans le dispositif Lakers. Il n'y avait pas Kuzma, il n'y avait pas Rondo, il n'y avait pas Danny Green, il y avait Howard et McGee. Parce que Howard et McGee, justement, ils arrivaient bien à neutraliser leurs adversaires directs. Vous me direz, il n'y a plus beaucoup d'intérieurs offensifs en NBA, mais ils arrivaient bien à neutraliser leurs adversaires directs, et eux contribuaient bien en efficacité sur le temps de jeu qui leur était imparti. Donc ces deux joueurs qui sont partants, eh bien,
ça crée un petit déficit, ça crée une petite perte dans le dispositif Lakers. Et puis, n'oubliez pas que les Lakers récupèrent le Harrell, le fameux Harrell qui a été absolument atroce dans la série face aux Nuggets, complètement surclassé par Jokic, que ce soit en défense ou au rebond, où Harrell a été transparent. Et là, c'est pas entièrement de sa faute, c'est aussi la faute de son coach. Doc Rivers ne devait pas faire jouer Harrell. À un moment, Doc Rivers devait réaliser que voilà, Harrell, il trouait l'équipe. Regardez, dans la série face aux Nuggets, il a un net rating à -12, ce qui est de très très loin le pire net rating de toute l'équipe, surtout quand vous avez Zubac à +10, ce qui rend fou, ce qui doit rendre fou, ce qui a dû le rendre fou lui, d'avoir joué que 24 minutes, là où il pouvait en apporter 34 et sans doute permettre aux Clippers de s'imposer. Bref, Harrell devait être mis sur le banc, au même titre que comme du côté des Lakers dans la série face aux Rockets, Howard et McGee, qui étaient des joueurs importants, ont été mis sur le banc. Parce qu'il y avait des travails de mismatch, d'adaptabilité face à l'adversaire. Bref, les Lakers récupèrent le fameux Harrell qui a été invisible face aux Nuggets. Et les Nuggets peuvent être un autre adversaire de cette équipe de Los Angeles dans les playoffs 2021, donc ayant ça en tête. Et puis, les Lakers récupèrent Gasol. Le fameux Gasol qui, c'est pareil, en playoff la saison passée du côté des Raptors, a pénalisé son équipe, puisque sur les 11 matchs qu'ont joué les Raptors, eh bien, c'est le seul joueur majeur du dispositif à avoir un net rating négatif. C'est-à-dire que quand il était sur le terrain, eh bien, les Raptors encaissaient plus de points qu'il n'en marquait et étaient un petit peu pénalisés. C'est pareil. On a vu un Gasol parce qu'il y avait des problèmes d'adaptabilité. Quand ça jouait petit, il était trop lent, etc. Il a pénalisé son équipe. Pas tant en défense où ça a tenu, mais en attaque. En attaque où, regardez, ça tournait à 109 points du côté des Raptors et quand il était sur le terrain, on tombait à 103. On a eu des problématiques avec Gasol. Et puis, où on va, il n'y a plus Rondo. Où on va, il n'y a plus Rondo. Rondo qui, certes, quand on va regarder ses stats d'attaque ramenés à l'individu, oui, on se rend compte qu'on a un joueur qui n'était pas un spécialiste de l'attaque, c'est la moindre des choses, mais quand on ramène à l'individu, quand on regarde les play types, c'est-à-dire comment je peux exister sur les tirs de champ, sur le pick and roll, sur l'isolation, etc. Par contre, dès lors qu'on va regarder, comment moi j'existe sur mon rendement à moi, plus les passes décisives que j'ai apportées aux coéquipiers, et là on se rend compte qu'on est dans une autre dimension. Parce que regardez, on avait un indice entre 15 et 30 sur 100, donc ce qui est très très faible, on passe à 87. On passe à 87 avec un magnifique 91 en transition et pratiquement un 80 sur attaque placée. Donc on avait un Rondo qui excellait dans ce qui est son ADN de base, c'est-à-dire je suis celui qui crée pour les autres. Je suis un peu le lubrificateur de l'attaque, et quand c'est un peu grippé, c'est moi qui viens dégripper tout ça, j'enlève les grains de sable, et je sers les coéquipiers qui sont maximisés avec des Anthony Davis, avec des LeBron, avec des McGee, avec des Danny Green, des KCP qui explosent à 3 points. Voilà, on avait un apport de Rondo dans la création qui était vraiment intéressant du côté des Lakers, d'autant plus intéressant qu'il permettait quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, depuis l'époque Miami Heat, avec LeBron, c'est-à-dire que quand LeBron n'était pas sur le terrain, mais que Rondo y était, eh bien, on avait un Rondo qui prenait à sa charge le playmaking, et on avait une équipe des Lakers qui arrivait à maintenir un pourcentage de passes décisives aux alentours des 60%, ce qui est à peu près la moyenne de l'équipe. Donc on continuait à jouer collectif, on continuait à avoir quelqu'un qui pouvait créer pour les autres. Et on continuait à avoir des Lakers qui allaient chercher des points à très haut pourcentage, notamment avec des dunks. Et regardez, on était à pratiquement 70% sur les paniers tentés tout près du cercle. Donc on avait ce Rondo qui permettait à LeBron de souffler un petit peu, de prendre à sa charge le playmaking, qui permettait aussi, quand il y avait LeBron et Rondo ensemble sur le terrain, d'avoir un LeBron qui pouvait plus se concentrer un petit peu sur la finition et pas que sur la création, ce qui créait un double danger. Et ça, c'était intéressant. C'était un
un joueur de complément Rondo très intéressant pour ça, pour être l'autre joueur qui va créer pour les autres. C'est ce qui a manqué par exemple aux Clippers. On en a parlé dans la déroute des Clippers face aux Nuggets. Ce qui a manqué aux Clippers, c'est un joueur qui pouvait créer pour les autres. Parce que Kawhi et Paul George passaient leur temps à essayer de créer pour eux-mêmes, idem pour Lou Williams. Et c'est ce manque, parmi tant d'autres choses, mais on en avait parlé, c'est ce manque de joueurs en création pour les autres qui a pénalisé les Clippers. Donc Rondo était là pour contribuer dans ce secteur-là. Et vous voyez que quand c'était l'inverse, quand on avait LeBron et pas Rondo, on retrouvait les 60%, on retrouvait du dunk. On retrouvait du dunk et des pourcentages à des très hauts pourcentages en dessous. On avait une continuité, si vous voulez, quand LeBron allait souffler et que Rondo prenait à sa charge le playmaking. Et ça peut manquer, d'autant plus que souvenez-vous qu'on avait on a eu un Rondo playoff de gala. On a eu un Rondo playoff de gala qui, en étant un joueur qui sortait du banc, donc qui n'était pas majoritairement aux côtés de Davis et James, qui étaient les joueurs qui tiraient un petit peu le rendement de l'équipe vers le haut. On avait un joueur qui, en sortie de banc, apportait vraiment de bonnes choses et qui a fait des playoffs tout à fait remarquables. Donc, ce joueur très intéressant du côté des Lakers, c'est bien s'en va. Il est remplacé par un autre joueur très 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 intéressant, mais une nouvelle fois, un autre joueur qui arrive dans un registre différent. Comme Harrell et Gasol arrivent dans des registres très différents de Howard et de Magui, parce qu'avec Dennis Schroeder, on récupère un peu l'inverse de Rondo. On récupère un joueur qui, sur le plan individuel, est un formidable attaquant, puisque, regardez, on a un joueur qui est bon sur le pick and roll, très bon sur les tirs de champ, très bon sur l'isolation, très bon sur les hand-off, les off-screen, dès lors qu'il faut exister un petit peu sans ballon. On a un Schroeder qui a fait la saison passée du très très bon boulot, mais dès lors que vous intégrez son rendement et les passes décisives, eh bien, on se retrouve dans le ventre mou de la NBA, parce qu'on a un joueur qui est plus en création pour lui-même que pour les autres. Donc, on a un apport qui est très intéressant, on a un arrière qui va contribuer d'une façon bien meilleure que celle de Rondo, mais voilà, en termes de création de passes décisives, on a un joueur qui est aux alentours des 20% dans ces années à OKC. On est bien loin du rendement de Rondo qui était aux alentours des 35%, 35 et 33% dans ces 2 années qu'il a passé à Los Angeles. Donc on est dans une autre chose, on est dans un autre rendement avec l'arrivée de Schroeder. Une arrivée qui est vraiment intéressante, qui booste le backcourt sur le plan offensif, sans spécialement le dégrader sur le plan défensif, parce que Schroeder n'est pas un mauvais défenseur. Alors il y a juste sur le pick and roll, vous voyez, où il a quand même une contribution qui est un petit peu moins bonne que celle de Rondo. Ça sera à surveiller, parce que évidemment Schroeder, ce qui va se retrouver à défendre majoritairement, c'est du pick and roll, mais sorti du pick and roll où il y a une petite dégradation par rapport à Rondo, on a un joueur qui conteste bien sur les tirs de champ, sur les mouvements sans ballon, qui neutralise bien les isolations au même titre que Rondo. Mais dans l'attaque, on est dans une autre chose. Voilà, on n'est pas dans la création comme on était dans Rondo, on est plus dans la finition, ce qui, eh bien, redéplace la charge de la création et la charge du playmaking peut-être quasi intégralement sur les épaules de LeBron James. Alors il y a un petit peu Caruso qui peut être celui qui va chercher l'extra passe, qui est un petit peu le Rondo 2.0, ou ce que pouvait être un Jason Kidd par exemple à l'époque avec les Dallas Mavericks dans les années du championnat en 2011. Voilà, une nouvelle fois, il y a une adaptation à faire, il y a une transition à faire, parce qu'on n'est pas du tout dans les recettes de 2020 avec cette arrivée de Schroeder aux Lakers en 2021. Non pas que ça dégrade ou que ça renforce l'équipe, mais on est dans une autre chose. Donc, on viendra là-dessus en conclusion. Il y a une adaptation à faire. Et puis,
Si on se consacre maintenant à la substitution de Wes Matthews pour Danny Green, et bien là, on est dans ce qu'on appelle le registre du 3&D, c'est-à-dire un joueur qui va mettre des 3 points, qui va défendre. Donc on attaque, vous ne regardez qu'une seule chose. Vous regardez la réussite sur les catch and shoot, donc sur les réceptions de tir à 3 points. On avait un Danny Green à 37%, on récupère un Wes Matthews à 38%, donc on est dans la même continuité sur l'apport à 3 points. Ça c'est très important parce que sur les fixations de LeBron, sur les fixations au poste bas de Davis, eh bien il y a un Wes Matthews qui va se retrouver tout seul comme ça à 3 points, faites-moi la passe. Donc il faut qu'ils soient en capacité de sanctionner sur les renversements, et puis le yin et le yang, c'est-à-dire que quand je vais faire feinte à 3 points, que le défenseur va sortir sur moi, sauter et que je vais pouvoir aller attaquer le cercle en drivant, il faut des bonnes qualités de finition en dessous. Et on avait un Green qui était à 58%, on a un Matthews qui est un petit peu moins à l'aise quand il s'agit d'aller finir fort en dessous, qui est à 53%, mais globalement on a la même continuité sur l'apport offensif. Là où on a une petite variation, c'est dans l'apport défensif. Alors ne vous méprenez pas, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça fait des années que Danny Green n'est plus un défenseur majeur. Je continue à lire sur Internet que Danny Green, c'est un joueur qui vient apporter des qualités de défense. Non, Danny Green, ça fait très longtemps qu'il n'est plus un défenseur majeur. Et quand vous regardez sur Synergy les playtypes défensifs, vous comprenez dans le détail ce que ça veut dire. On a un indice 31 en défense considéré comme moyen. Pourquoi ? Parce que Danny Green, il n'est pas discipliné. Il saute dans toutes les feintes, il fait des gambles. Ah vas-y que je tente l'interception et que je me mets hors de position. Ce qui rendait fou Popovich dans les époques Spurs, sauf que dans l'époque Spurs, Popovich, dès qu'il faisait un truc un petit peu une cascade, ce que j'appelle une cascade en défense, Popovich le défonçait. Donc il corrigeait un petit peu, ce qui permettait de le maintenir à un niveau. Là, Danny Green, en termes de défenseur élite, c'est plus tout à fait ça. Là où, à contrario, on a un Wes Matthews qui, la saison dernière, du côté des Bucks, avait vraiment fait quelque chose de très intéressant en défense, notamment avec une très bonne défense du pick and roll. Ça aussi, les Lakers vont en avoir besoin. Et puis des bonnes contestations sur les isolations et sur les séquences en sortie d'écran. C'est toujours important parce que Wes Matthews, il va être utilisé pour aller défendre le meilleur arrière adverse. Donc quand il va y avoir les Nuggets, je vais aller prendre Jamal Murray. Quand il va y avoir le Jazz, je vais aller prendre Donovan Mitchell. On va jouer les Blazers, je vais prendre Lillard. Voilà, c'est à ça qu'il va servir, et dans ce registre-là, il va être très intéressant. En fait, Wes Matthews, quelque part, il remplace et Danny Green et Avery Bradley, qu'on a eu un peu tendance à oublier parce qu'il n'a pas fait les playoffs, et finalement les Lakers se sont très bien sortis sans lui, mais c'était un joueur majeur du succès Lakers en saison régulière la saison passée, parce que justement voilà, c'était le pitbull qui allait prendre le meilleur arrière adverse. Wes Matthews va être un petit peu dans ce registre-là du côté des Lakers. Donc on récupère globalement avec Matthews les mêmes qualités d'attaque, mais en ayant un petit upgrade en qualité de défense. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, après avoir récupéré un Gasol qui s'était troué en playoff, après avoir récupéré un Harrell qui s'était troué en playoff, eh bien les Lakers vont récupérer un Matthews qui s'était complètement troué en playoff avec les Bucks face à Miami. Alors l'échantillon est très petit, donc ne généralisons pas, mais ayons-le quand même en tête. Matthews ne sortait pas d'un exercice 2020 en playoff avec les Bucks qui était particulièrement reluisant, donc espérons pour Los Angeles que tout ça soit laissé de côté et que dans un environnement complètement différent, avec des locomotives comme Anthony Davis et LeBron, il arrive à se maximiser, parce que évidemment que la pression défensive va être sur ces superstars-là. Alors le bilan, vous allez me dire, le bilan de cette équipe des Lakers, eh bien c'est le virage à 180 degrés. Et c'est assez rare chez un champion en titre d'avoir à ce point-là un renouvellement du roster. On a quelque part une révolution du supporting cast avec des joueurs qui arrivent en remplacement, apportant quelque chose de complètement différent. Donc il va y avoir du côté de coach Vogel une adaptation à faire au niveau du coaching, une adaptation à faire sur la façon dont fonctionne l'équipe. Greg Popovich par exemple était très bon là-dedans. C'est-à-dire que Greg Popovich,
adapter son coaching en fonction des joueurs dont il disposait, et c'était pas un coach qui venait avec ses préceptes, et peu importe qui il avait en face, il faisait appliquer ses préceptes, il s'adaptait par rapport à l'assemblage de joueurs dont il disposait. Eh bien, Frank Vogel va devoir faire un petit peu pareil. On a eu une énorme domination dans la raquette la saison passée. On va peut-être devoir s'adapter un petit peu, mais on va peut-être être un petit peu moins en domination en dessous et exister peut-être un petit peu plus derrière la ligne à 3 points, avec Gasol qui peut tirer à 3 points, avec Schroeder qui est un bien meilleur tireur extérieur que Rondo. Toujours est-il qu'il va falloir surveiller de très très près le pourcentage de réussite au cercle des Lakers et de leur adversaire, et la domination au rebond de l'équipe, parce que ça devient un impondérable. Et regardez Miami, l'exercice 2020 en playoff de Miami, jusqu'en finale NBA, ils s'en sont sortis parce que ils ont été chercher des points à très haut pourcentage en dessous, ils ont dominé au rebond, et en plus de ça, ils avaient un pourcentage à 3 points insolent, donc ils arrivaient à gagner sur tous les tableaux, mais le contrôle de la raquette reste un incontournable, et c'est pas impossible qu'avec ce supporting cast 2.0, qu'avec ces Lakers 2.0, on ait perdu un petit peu en qualité de contrôler la raquette. Ça veut pas dire que les Lakers vont pas s'en sortir, ça veut pas dire que les Lakers vont devenir mauvais. Ne me mettez pas en commentaire, ouais, Blight il a dit que les Lakers ils allaient être mauvais. On n'en est pas là, c'est juste que ça a évolué. Et que ce qui avait fait la base du succès 2020 va peut-être être un petit peu adapté en 2021. Donc on va peut-être avoir des Lakers sur cette saison 2020-2021 qui sont plus en réussite offensivement, qui vont peut-être perdre un tout petit peu en qualité de défense, qui vont peut-être perdre un petit peu en qualité d'adaptabilité, parce que la force de la saison passée, c'était quand il y avait besoin de jouer grand, eh bien on jouait grand avec Howard et McGee en opposé et Davis qui restait en poste 4. Quand on avait besoin de jouer petit, bam, on mettait Howard et McGee sur le banc, on jouait uniquement avec Davis dans la raquette. Là, on perd peut-être en adaptabilité, parce que dès lors qu'il va falloir jouer grand, on va avoir que Gasol. Et Gasol peut peut-être être très vite limité. Donc on va exposer un petit peu plus Davis. Mais est-ce que vous avez envie d'envoyer Davis en défense sur Jokic, en défense sur Cousins? Imaginons qu'on a un Cousins qui retrouve des couleurs. Est-ce que vous avez envie d'avoir Davis qui est systématiquement le premier intérieur à jaillir dans l'aide, au risque de le fatiguer, au risque de lui faire prendre des fautes? Donc d'avoir perdu en capacité d'avoir des bûcherons, entre guillemets, comme McGee et Howard, ça peut être à terme préjudiciable. On perd un petit peu en adaptabilité. La force des Lakers de la saison passée, c'était justement la possibilité pour coach Vogel, il avait plein de cordes à son arc, et puis en fonction de l'adversaire, il adaptait pour proposer les matchings les plus favorables, les plus à son avantage. On a peut-être perdu un petit peu en adaptabilité. Toujours est-il que le noyau dur, l'ossature, qui quoi qu'il arrive vous permettra de vous en sortir, elle est toujours là. Donc il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir. Il y a des points à surveiller. On va se retrouver vers la mi-février à peu près, quand chaque équipe aura joué une vingtaine de matchs. Comme ça, on aura un recul un petit peu suffisant pour apprécier ou non ce rendement de cette équipe des Lakers. Après, ne vous méprenez pas, parce que j'ai vu beaucoup de fois sur Internet, oui, le succès des Lakers, c'est LeBron, c'est Anthony Davis. Les Lakers, et on en avait parlé sur YouTube, on en avait parlé sur Twitter, le succès des Lakers la saison passée, c'est aux côtés de leurs deux superstars d'avoir réussi un assemblage magnifique de joueurs de complément. Parce qu'on est allé ajouter les joueurs de complément qui étaient en complémentarité parfaite avec ces deux-là, qui allaient compenser là où les Lakers avaient besoin d'être compensés. Souvenez-vous, les Lakers de 2018, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais les Lakers en 2018, ils avaient déjà LeBron, et ils font pas les playoffs. Ça a merdé parce que le supporting cast autour de LeBron n'était pas adapté. Il fallait des défenseurs, des joueurs qui pouvaient contribuer en adresse à 3 points. Ils ne les avaient pas, les Lakers. Et derrière, ils se sont effondrés. C'est la qualité du supporting cast en 2020 qui fait que les Lakers sont champions. Oui, il y a LeBron, oui, il y a Davis, mais regardez dans les quelques matchs où les Lakers se sont inclinés, LeBron et Davis, ils font un super match. Ils s'inclinent parce que les joueurs de complément sont passés au travers.
Donc, ne vous méprenez pas, le supporting cast des Lakers, il est très très important pour le succès de l'équipe. On va vraiment surveiller de très très près comment ces Lakers 2020 arrivent à s'articuler. S'ils arrivent finalement dans des dynamiques d'équipe à rester tout aussi efficaces en contrôle de la raquette, ou si à contrario il va y avoir une petite dégradation dans la raquette, mais qui va être compensée par un plus gros rendement à l'extérieur et au-delà de la ligne à 3 points, tout ça sera à surveiller de très très près. D'ici là, je vous souhaite une bonne année 2021, je vous dis à très vite, et bon match à tous.